Alors, on avait suivi Vladimir Poutine une fois, faire une blague au président français Emmanuel Macron en lui disant si c'est un problème de sécurité, la Russie peut faire la sécurité. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas un cache-sexe pour l'Europe de penser aujourd'hui, qu'elle est en danger au plan sécurité, qu'elle est en danger par rapport à la Russie, alors qu'elle pourrait devenir partenaire de la Russie et éliminer cette menace-là qui aujourd'hui fait perdurer l'OTAN et également cette influence américaine sur l'Europe. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus facile qu'on ne le croirait, c'est-à-dire laisser la Russie faire la sécurité, tourner le dos à l'Amérique, et l'OTAN même n'aura plus à exister, puisque la Russie et l'Europe, la Russie ne serait plus une menace en Europe. Déjà, la Russie n'est plus une menace en Europe depuis 91. 91-92 avec la chute du pacte de Varsovie. Donc ça commence par une immense fumisterie, un enfumage. Quand le pacte de Varsovie, donc c'est un pacte d'alliance militaire des pays de l'Est, s'est fondé après la création de l'OTAN, l'OTAN a perduré au-delà de ce qui était sa principale visée, à savoir protéger les pays d'Europe de l'Ouest face à ce fameux pacte de Varsovie, face à ce fameux rideau de fer qu'avait décrit en son temps Churchill, qui s'était abattu sur l'Europe centrale. Et donc, lorsqu'il disait cela à l'époque, effectivement, il y avait un véritable risque idéologique entre deux options, à savoir l'une qui était bolchevique communiste et l'autre qui était capitaliste, ultra-capitaliste. Les États-Unis étant la partie la plus extrême de l'Occident, leur visée est ultra-capitaliste et financiarisée. L'Europe est un mix entre les deux, du capitalisme à la fois, capitalisme de travail et industriel, et puis évidemment les pays de l'Est. Donc ça, c'est l'histoire. Pour revenir à la chute de l'Union soviétique, donc en 92, il n'y a plus aucune motivation, aucune raison sérieuse de croire que l'Union soviétique soit un danger, à telle enseigne d'ailleurs, à l'époque d'Helsinki, qu'on faisait la fête parce que la Russie s'avilissait. Et à l'arrivée de Poutine en 99, on pouvait penser qu'il y aurait un resserrement, une sorte de tension, et pas du tout. Poutine, jusqu'en 2004, 2005 et 2007 même, il considère encore qu'il peut être membre de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup intégré l'économie russe. Ça a été stratégiquement intelligent de sa part. Et en même temps qu'il pouvait être, effectivement, pourquoi pas, membre de l'OTAN. Il voulait tellement montrer qu'il n'était plus l'ennemi de l'Occident puisqu'il était sur un autre curseur qu'il proposait cela. Et puis en 2007, tout bascule. Les Américains refont le coup des missiles Pershing dans les années 80. Ils veulent installer des missiles aux portes de l'Union soviétique, enfin de l'ex-Union soviétique, donc de la Russie, au motif que, soi-disant, ils se protégeraient de l'Iran. C'est quand même assez extraordinaire comme mensonge. C'est tellement ridicule. Donc les Russes, évidemment, ne s'y sont pas laissés prendre parce que entre les vagues d'extension à l'est de plus en plus importantes de membres qui arrivent à joindre l'OTAN, donc c'était la Pologne, c'était la Hongrie, Bulgarie, enfin encore ça, toute l'Europe centrale qui était devenue membre de l'OTAN, et ils voulaient pousser évidemment jusqu'à l'Ukraine. Les Russes ont compris qu'effectivement ils étaient non seulement pas les agresseurs, mais qu'ils se sentaient agressés, à juste titre. Et donc à partir de là, les Russes ont commencé à réagir et ils ont proposé une alliance avec l'Europe. Ils ont proposé de rentrer dans l'OTAN, ils ont proposé de rentrer dans l'Union européenne, ils ont proposé de réduire leur production d'armes offensives. Il faut savoir que la plus grande puissance militaire européenne, quoi qu'il arrive en conventionnel, ça reste la Russie. Mais de l'autre côté, les Américains jouent leur va-tout habituel, poussés à la guerre, ont attaqué la Yougoslavie, il faut s'en souvenir tout de même, sans mandat de l'ONU comme toujours. Mais surtout, les États-Unis ont fait comprendre aux Européens que finalement, il fallait qu'il y ait un ennemi. Alors pendant à peu près 20 ans, cet ennemi était caractérisé par une hydre islamiste ou musulmane, ou le péril vert, on l'appellera comme on voudra, qui devait caractériser l'idée qu'il fallait en finir avec les arabo-musulmans. Mais avec la chute de l'Irak, rapide malheureusement, la chute de la Libye, tous les pays qu'ils voulaient éliminer, la Syrie, donc c'était les trois axes qu'ils voulaient éliminer en priorité, avec une Iran qui est intouchable aujourd'hui, et tant mieux, eh bien les Américains se sont dit, bon, ces pays sont tombés un peu trop facilement, on n'a pas d'ennemi sérieux en face de nous, il nous faut un nouvel ennemi, à nouveau on revient sur les Russes. Donc ils ont radicalisé les positions russes. Et effectivement, vous posiez la question de façon très claire pour répondre à votre question, est-ce qu'il eût été meilleur que l'Europe finalement en finisse avec l'OTAN, fasse une sorte d'alliance interarmée avec les Russes pour ne plus les considérer comme des ennemis mais comme des amis, on ne se bat pas contre son ami, et surtout, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple finalement que l'OTAN, en ayant fini sa mission puisqu'elle avait gagné la guerre froide, rentre chez elle, donc les États-Unis, et que les Européens se débarrassent des forces d'occupation américaines qui occupent toujours, je vous le rappelle, la Pologne, l'Allemagne depuis 77 ans. Les Allemands sont toujours occupés par les Américains. Les Japonais sont toujours occupés par les Américains. Les Américains ne partent que par la force, malheureusement, de là où ils sont. Il ne serait pas préférable pour l'Europe de faire ça? Ben si, c'était préférable. Malheureusement, les gens qui dirigent en Europe, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des néoconservateurs ou simplement, plus prosaïquement, de ce qu'on appelle les atlantistes. Donc des gens qui sont payés par l'Amérique pour faire un lobbying en faveur des États-Unis.
Et ces gens-là, on l'a vu avec Sarkozy, on le voit bien avec moins Merkel, mais la nouvelle mandature qui vient d'arriver, ces gens-là n'ont pas d'intérêt à se couper des États-Unis, puisqu'ils sont à la fois dirigés et payés par eux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Si l'Europe veut sortir de l'ornière, si elle veut sortir de cette tension et de cette crise qui a été conduite d'ailleurs par l'OTAN, il faudrait effectivement qu'elle envisage d'abord de faire une force interarmée européenne à l'exclusion des États-Unis. Ça permettrait d'avoir un petit peu de calme et surtout de considérer son partenaire russe comme étant ami, non pas ennemi. Parce que les Russes, pendant 20 ans, ont démontré qu'ils n'étaient pas des ennemis. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des enjeux militaires et surtout des enjeux économiques considérables pour les États-Unis. Le problème, c'est que l'Allemagne, qui a voulu s'émanciper de cette espèce de tutelle américaine, achète des armes aux États-Unis. Et le problème, c'est que les enjeux économiques et militaires pour les États-Unis sont considérables. Il y a une surproduction d'armement là-bas, il faut les écouler. Donc tout cela amène à penser que effectivement les Russes qui ont tout fait pour montrer patte blanche ont été littéralement moqués et insultés, et surtout amène à penser que les enjeux géopolitiques passent derrière les enjeux géoéconomiques et que les États-Unis veulent continuer à dominer pour pouvoir vendre le plus d'armes possible. Il faut, pour se rendre compte de cela, voir qu'au Moyen-Orient, les guerres sont entretenues artificiellement pour garantir un approvisionnement de marchés d'armes considérable. Je prends avec l'Égypte qui est arrosée de 3 milliards de dollars par an. Je prends l'Arabie, 600 milliards de signés, quand même, c'est pas rien. Je prends Israël qui tourne autour de 20 à 30 milliards, c'est très variable. Il y a des dons et des ventes. Et surtout, je prends tous les pays pseudo-alliés des États-Unis qui achètent à tour de bras des armes considérables. Donc l'Europe est un enjeu aussi économique. L'Europe ce n'est pas l'allié des États-Unis. C'est un allié de circonstance, un allié qui est quasiment l'obligé des États-Unis depuis qu'ils ont gagné la guerre. Et les Européens se rendent bien compte qu'ils sont pris au piège. Mais effectivement, la solution qui aurait été la plus appréciable, c'est que l'Europe s'associe simplement avec les Russes, comme le voulait De Gaulle, par exemple. On n'est pas forcément fan du personnage, mais tout de même là-dessus. Il avait raison, de l'Atlantique à l'Oural pour en finir avec la présence américaine. Ceux qui font la guerre depuis 200 ans, ce sont les États-Unis. Et tant qu'on n'aura pas fini avec cette espèce d'hégémonisme militaire américain, on ne s'en sortira jamais. Donc c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment faire pour que l'OTAN disparaisse de l'Europe. Afrique Média. Le monde, c'est nous.